Bien, alors, maintenant, juste quelques mots sur Laurence Cohen. Donc, Laurence Cohen a été pendant 2 mandats conseillère régionale d'Île-de-France et représentante au STIF, au syndicat des transports d'Île-de-France, où elle est depuis, alors sénatrice, depuis le 11, elle est sénatrice également, et elle a mené une très longue bagarre pour que sur la région Île-de-France, il y ait ce qu'on appelait le dézonage, c'est-à-dire que ça c'est quand même une lutte qu'elle a menée pendant des années et des années, au début très peu écoutée, petit à petit, me semble-t-il, enfin un peu écoutée, et là-dessus, elle a fini par aboutir. Donc ça prouve aussi que quand on est opiniâtre, on peut des fois arriver à obtenir des résultats. Il n'empêche que la situation des transports est malheureusement ce qu'elle est, que ça reste toujours extrêmement coûteux lorsqu'on veut se rendre en région parisienne. Bon, nous aborderons tout ça ensemble. Je crois que maintenant, plutôt, la parole à toi, Laurence. Donc pour 45 minutes, on est d'accord? Oui, oui. Voilà. Je vais essayer de respecter les temps, il n'y a pas de problème. Donc bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureuse de me trouver parmi vous, un petit peu en retard, mais vous avez compris que j'ai été un peu étourdie et que je me suis arrêtée à Orséville, donc il a fallu que je revienne. Voilà. Alors peut-être avant d'aborder toutes les questions autour de la mobilité, je pense que c'est quand même important ensemble que nous revoyions comment sont organisés les transports en Île-de-France, avec une autorité organisatrice, Île-de-France Mobilité aujourd'hui, qui hier s'appelait le STIF, le syndicat des transports Île-de-France, et en fait c'est cette autorité organisatrice qui gère les transports en commun. Elle coordonne l'ensemble du réseau francilien, c'est-à-dire les métros, les RER, les Transiliens, les tramways, les bus. Il faut savoir que c'est un budget annuel de 10 milliards d'euros qui est construit à partir de 3 ressources financières: la participation des collectivités territoriales, celle des entreprises à travers le versement transport et celle des usagers. Depuis la décentralisation de 2006, le STIF, donc le syndicat des transports Île-de-France, est présidé par le ou la présidente de la région. Donc hier c'était Jean-Paul Huchon et aujourd'hui c'est Valérie Pécresse. Donc ce syndicat des transports Île-de-France est composé de 29 membres, 15 représentants du conseil régional, 5 de la ville de Paris, et 1 pour chacun des 7 départements. Un représentant également de la Chambre régionale de commerce et d'industrie et un représentant d'établissements publics de coopération intercommunale. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une majorité de droite qui gère la région. Et donc c'est Valérie Pécresse, comme j'ai dit tout à l'heure, qui préside Île-de-France Mobilité. Pour ce qui concerne donc les communistes, ma famille politique, 3 élus communistes siègent aujourd'hui donc dans Île-de-France Mobilité. Jacques Baudrier, qui est conseiller de Paris, Pierre Garzon, qui est vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne, qui est en charge des transports, et Fabien Guillot-Bataille, qui est donc aussi, lui, conseiller régional Île-de-France, et qui a comme responsabilité d'être secrétaire départemental du Parti communiste du Val-de-Marne. Donc, comme François l'a dit, j'ai été moi-même administratrice de 2005, du STIF de 2005 à 2015, donc durant 2 mandats, et j'ai notamment à partir du 2e mandat, été présidente de la commission démocratisation, qui aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire cette commission de démocratisation, on pourra en reparler, qui était évidemment très ouverte et chargée de réfléchir à l'organisation des transports avec les usagers, de travailler avec les comités de ligne, etc., etc. Mais ça, on peut en venir donc dans la discussion. Alors je ne vais pas faire un bilan exhaustif de ce qui s'est passé au moment où j'ai été administratrice du STIF au sein d'un groupe qui appartenait à la majorité, mais je crois que c'est quand même extrêmement important d'abord de bien mesurer les choses
et de voir ce qui se fait aujourd'hui au niveau des transports. Parce qu'on parle évidemment de la mobilité pour toutes et pour tous, sur tous les territoires, en Île-de-France d'ailleurs comme partout ailleurs, mais on parle aussi, il y a quelque chose qui monte très fort aussi, c'est la gratuité des transports. Et c'est un débat, moi je me souviens quand j'ai été élue donc conseillère régionale, si vous voulez, je me suis dit, et quand mon groupe m'a proposé de m'occuper des transports, c'était quand même un peu un défi, parce que à l'époque, une femme qui est au transport, qui s'occupe de ces questions-là, il y avait très peu de femmes qui s'occupaient de ces questions-là, et ce n'était pas un secteur que je connaissais. Mais je défendais déjà à ce moment-là, moi, la question de la gratuité, mais c'était un débat, y compris dans nos rangs, de savoir est-ce qu'il faut la gratuité, est-ce qu'il ne faut pas la gratuité, etc. Et en tout cas, au niveau de l'Île-de-France, on a travaillé, et j'ai travaillé avec un autre conseiller régional, Jean Braffman, et avec l'ensemble de mon groupe, parce qu'on était vraiment tout à fait solidaires. On a porté la question de la tarification sociale, et on a mené vraiment cette bataille très fortement. C'est-à-dire qu'on sait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les transports collectifs sont onéreux, restent onéreux, et que donc, pour les populations qui sont les plus fragiles, ça reste une grosse difficulté que de prendre des transports en commun. Donc, on a mené une grosse bataille sur la tarification sociale, en se battant pour la gratuité des transports pour les chômeurs et les personnes à faibles ressources. Ça a permis la mise en œuvre d'une réduction de 75% sur les passes Navigo pour les titulaires de la CMU, de l'AME, de la SS et de l'API dès 2006. Donc on a commencé la bagarre dès que le STIF s'est mis en route, parce que le STIF s'est mis en route non pas en 2004 mais en 2005, il a fallu donc qu'ils se mettent en œuvre en quelque sorte, et on a mis 1 an pour persuader la majorité, qui était donc une majorité de gauche, de défendre avec nous cette tarification sociale. C'était quand même très très important, puisque ça concernait à ce moment-là 1 million de personnes, soit près de 10% de la population francilienne. Et puis la gratuité pour les titulaires également du RMI et de leur ayant droit, environ 350 000 personnes, on a obtenu ça en 2007. Je dis ça parce que c'est pour montrer que cette gratuité, on a commencé à la faire passer au travers des populations les plus fragilisées. Parce que l'Île-de-France est quand même une énorme région. Dans le prolongement de ces mesures, toujours à l'initiative de notre groupe, la région a voté, mais plus tard, en 2011, la mise en place de la gratuité en faveur des jeunes en insertion, 80 000 jeunes concernés à terme. Et la gratuité a donc été accordée à ce moment-là à des jeunes franciliens sans emploi, âgés de 16 à 25 ans. Donc c'était aussi là quelque chose d'extrêmement important. Et parallèlement, on a essayé de travailler à la réduction des zones tarifaires, parce que effectivement, plus les gens habitaient à ce moment-là loin, et plus ils devaient payer cher. Donc c'était la double peine, voire la triple peine, parce qu'on habite loin, on a des transports qui sont moins denses, on va dire, moins importants que quand on est évidemment proche de la capitale, et je ne parle même pas de la capitale, mais en fait, c'est ces habitants et ces habitants-là qui payent le plus. Donc on a travaillé sur la réduction des zones, et là aussi ça a été une très grosse bataille. On a commencé à faire voter la fusion des zones, c'est-à-dire de 8 à 6, les zones 6 à 8, pardon, ça a été voté en 2006, puis la réduction à 5 zones, et donc évidemment ça a permis de faire baisser les tarifs pour les personnes qui effectuaient les plus longs trajets. Et cette mesure-là, vraiment, on l'a portée dès le départ, on a fait énormément d'amendements, de vœux, etc. Et c'était une grosse bataille, parce que la gauche n'était absolument pas convaincue des mesures que l'on portait, que ce soit la tarification sociale, ou que ce soit d'ailleurs la réduction des zones. Et je dois dire, parce que c'est toujours le fruit, effectivement, d'opiniâtreté, d'un engagement vraiment sans faille de tout un groupe politique,
notre groupe, le groupe communiste, mais avec très large aussi, très ouvert, puisque je vous rappelle qu'en 2004, c'était une liste qui était gauche citoyenne, donc c'était une ouverture aux citoyens, aux citoyennes, etc. Et ça, on l'a travaillé avec Jean Braffman, puisque lui aussi siégeait au STIF, et je siégeais à ses côtés, puisque c'était une plus ancien, on va dire, mais on l'a travaillé, y compris avec toutes les associations de chômeurs, de privés d'emploi. C'est-à-dire qu'on a fait monter ce travail-là en faisant des ateliers de réflexion, en mobilisant les associations, la PES, etc., les associations de chômeurs, pour qu'on fasse monter les choses ensemble et pour persuader le reste de la gauche de pouvoir aussi être convaincu et voter, parce que si on était les seuls à voter, ça passait pas. Et à partir du moment où j'ai été élue en 2011 sénatrice donc, du Val-de-Marne, on a à ce moment-là essayé de travailler donc, avec à la fois le groupe à la région et le groupe au Sénat, et on a déposé une proposition de loi en 2012 pour l'instauration donc et le financement de cette zone unique, mais malheureusement elle a été rejetée. On l'a déposée en 2012, elle est passée devant le Sénat en 2013 et elle a été rejetée à l'époque au Sénat avec un parti socialiste qui a voté contre et Europe Écologie Les Verts qui s'est abstenu. Voilà, donc vous voyez, mais on a eu quand même petit à petit dans ces combats que nous avons menés à la région, on a eu petit à petit gain de cause sur la tarification sociale et gain de cause aussi sur la réduction des zones, mais il a fallu vraiment le faire étape par étape. Pour le dézonage, par exemple, on a commencé à le faire au niveau des week-ends et des jours fériés. Et puis, ça, c'était à partir de 2012. Et puis après, on a réussi à obtenir le dézonage de la mi-juillet à la mi-août, c'est-à-dire pendant les vacances d'été. C'est pas là où il y a les plus grandes fréquentations obligatoirement. Mais on arrivait petit à petit parce qu'il y avait toujours... Parce que ça se finance. Hein, on ne peut pas dire, tiens, d'un côté il y a les méchants, de l'autre côté il y a les gentils, ceux qui veulent la gratuité, ceux qui ne veulent pas, sont les financements. Sauf que nous, au niveau des communistes, on a une logique avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est pour l'augmentation du versement transport, donc une participation des entreprises. Mais il y en a, à gauche, qui ne veulent pas de ça. Donc évidemment, comment on finance? Après, on se retourne sur les collectivités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou sur les usagers, c'est-à-dire sur vous et moi, on va augmenter le tarif, et c'est d'ailleurs ce que fait Pécresse aujourd'hui, elle n'arrête pas d'augmenter le pass Navigo. Et puis, on a quand même, on a réussi après pendant les petites vacances scolaires en 2014, donc vous voyez, c'est quand même un travail, je vais dire, de longue haleine, de mobilisation, etc., parce qu'en même temps, il y avait aussi des mobilisations, et finalement, en 2015, on a réussi à obtenir une seule zone à 70 € pour toute l'île de France. Donc ça, c'était un vrai combat. Alors, aujourd'hui, évidemment, comme à l'époque, on n'a pas écrit ce combat que nous avons mené, les mobilisations que nous avons suscitées avec toutes celles et tous ceux qui étaient concernés, l'histoire est un peu réécrite. C'est-à-dire, on oublie quand même l'apport de notre famille politique dans ce combat-là. Je trouve que c'est dommage, parce que ça montre justement, finalement, qui milite, se bat pour une mobilité pour toutes et tous. Alors, ça c'était un petit rappel de ce qui s'était passé, d'autant que, si vous voulez, aujourd'hui, comme hier, les transports sont un enjeu extrêmement important, parce que c'est aussi une question, évidemment, je l'ai dit, de mobilité, mais aussi d'aménagement du territoire et de rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest, au niveau de l'habitation, mais au niveau aussi de l'emploi. Et quand on évoque la situation des transports en Île-de-France, et là je ne vais pas m'étendre très longtemps parce que c'est notre vécu quotidien, on peut dire que la situation elle est catastrophique. Quand on prend le RER B, ce qui est notre lot, hein,
les conditions de transport sont quand même extrêmement désagréables, pour ne pas dire pire. On est serré comme des sardines, la ligne donc est saturée, les conditions, il y a toujours des pannes, ou toujours, je vais un peu exagérer, mais presque toujours des pannes, des retards, des incidents. C'est souvent maintenant dans les annonces, c'est souvent des incidents de voyageurs. C'est terrible, les incidents de voyageurs, là il y a une montée en flèche, voilà. Mais on voit que y a vraiment, que ce soit au niveau des rames RATP et SNCF, il y a un ras-le-bol des usagers et un ras-le-bol qui est tout à fait légitime. Alors cette situation, elle s'explique en partie par un réseau qui est vieillissant, qui a été mal entretenu, faute, il faut le dire, d'un investissement de l'État pendant des dizaines d'années. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a une augmentation de la fréquentation, ce qui est plutôt positif, des transports en commun, puisque entre 2001 et 2010, il y a eu plus 21% d'augmentation, et ça s'explique d'abord par le fait qu'il y a une prise de conscience aussi de l'importance d'utiliser les transports publics, et ça c'est très bien d'un point de vue de l'environnement, hein, mais c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'aménagement du territoire, des gens qui se sont de plus en plus éloignés, qui reviennent travailler donc sur Paris ou en tout cas au niveau de la petite couronne et qui sont donc obligés d'employer les transports en commun. Et puis cette situation, elle s'explique aussi pour une part par les choix stratégiques des deux opérateurs publics historiques, la RATP et la SNCF, qui sont quand même de plus en plus tournés vers la gestion en filiale, à la recherche finalement, elles aussi, alors que ce sont des entreprises publiques, de profit, au détriment des conditions de travail de ces agents. Il faut savoir que chaque année, la RATP supprime des milliers d'emplois, et particulièrement au niveau de la maintenance. Donc ceci aussi explique cela. On le voit aussi au niveau des trains, où vous entendez des agents vous dire, des agents de la SNCF vous dire, bah oui, il y a un retard au niveau du train parce qu'il y avait des feuilles mortes sur les voies. On l'entend aussi au niveau du... Vous vous dites, mais attendez, on est en quelle année déjà? En 2019, et on nous parle de ça? Ben oui, mais tout ce qui était maintenance, tout ce qui était justement matériel spécifique qui passait avant pour nettoyer les voies, tout ça, on a fait des économies qui sont en réalité des économies de bout de chandelle. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui interfère dans les difficultés, c'est le règlement européen qui pèse dans la gestion des transports franciliens. Le paysage des transports en Île-de-France et d'une manière générale a profondément changé à partir de 2007, au moment où il y a eu donc l'adoption du règlement européen OSP, hein, obligation de service public, ça veut dire OSP c'est obligation de service public, qui a été mis en application en 2009. Et en fait, de service public, il n'y a que le titre qui possède la terminologie de service public, parce que en réalité, ce règlement tend à privatiser totalement les transports. Et en Île-de-France, ce règlement a été décliné en décembre 2009 à travers une loi peut-être que vous avez encore en mémoire, qui s'appelle l'ORTF, c'est pas aucun rapport avec la télé, relative à l'organisation et la régulation des transports ferroviaires. Et en fait, cette loi précise que l'exploitation de toute nouvelle ligne de transport doit être soumise à la concurrence par un appel d'offres. Et en ce qui concerne donc les services existants, la mise en concurrence devra se faire au plus tard dans 15 ans pour les bus, 20 ans pour les tramways et 30 ans pour le métro. Il y a une période transitoire en fait qui est accordée, qui est laissée pour les lignes existantes, avec la priorité des droits de ligne pour chacun des modes de transport, bus, tramway, métro, rétrospectivement jusqu'en 2024, 2029 et 2039. Alors ça a l'air comme ça un petit peu rébarbatif et un peu technique, mais c'est important de voir que donc c'est ce règlement européen qui fait qu'il y a une facilité finalement à faire rentrer le privé, puisque c'est la libre concurrence. Et en même temps, je veux le souligner ici, il y a ce règlement, il y a cette difficulté, mais on peut lutter. Pourquoi je dis ça?
Parce qu'on a dû se battre, quand j'étais encore conseillère régionale, et les camarades qui sont aujourd'hui le font aussi, ils ont essayé de faire rentrer ce règlement pour notamment des lignes qui étaient des lignes, alors ça s'appelle un TZN, c'est une espèce de bus, mais qui est un peu plus qu'un bus, on va dire. Donc, c'était du coup quelque chose d'innovant. Alors, on voulait que finalement, il échappe à la RATP. Et nous nous sommes battus en disant, c'est une ligne existante, donc pas de règlement européen. Et là encore, on a gagné la bagarre. Pourquoi? Pas parce qu'on était quelques-uns à se bagarrer, à vociférer dans l'hémicycle, mais parce qu'il y avait un vrai rassemblement avec les salariés de la RATP, parce qu'évidemment, dans toutes ces revendications, tout à l'heure j'ai parlé des usagers, des concernés, etc., mais bien sûr, on a toujours travaillé main dans la main avec les salariés de ces deux entreprises qui ont vraiment le service public chevillé au corps. Hein, c'est ce qu'il faut quand même souligner d'une manière majoritaire, on va dire. Et je trouve que c'est bien de le souligner aujourd'hui, puisqu'on est quand même à quelques encablures des élections européennes. Et bien, quand un règlement n'est pas bon, d'abord, il ne faut pas le voter. Je rappelle que notre famille politique n'a voté aucun des traités européens. Et donc, ce règlement européen, eh ben, il faut y penser le jour où on ira mettre son bulletin de vote dans l'urne pour les élections européennes, à savoir qui le soutient et qui ne le soutient pas. Donc, comme quoi, les choses ne sont pas figées dans le marbre une bonne fois pour toutes si on arrive à se battre et à se mobiliser. Malheureusement, je dis ça, et en même temps, la bataille, elle est de plus en plus rude. Pourquoi? Parce que cet après-midi même, dans l'hémicycle, donc là, on est au niveau du Parlement, eh bien, il y avait le vote du projet de loi d'orientation sur les mobilités, présenté donc par le gouvernement Macron, et notre groupe a voté contre cet après-midi, car c'est un projet qui est lourd de conséquences. On a été les seuls à voter contre. Pourquoi on a voté contre? Parce qu'il acte le démantèlement du groupe RATP, son explosion en une myriade de filiales, pour soi-disant mieux affronter les défis du XXIe siècle. Il acte la fin du statut des agents RATP et l'ouverture à un véritable dumping social. On a donc voté contre, on a bataillé jusqu'au bout, et on a voté contre, comme on a voté contre la réforme ferroviaire à l'origine des grandes luttes justifiées de nos camarades et des grèves des cheminots au printemps dernier. Et on sait très bien, on en a l'expérience, que l'ouverture à la concurrence, quoi que nous dise la ministre Borne, alors elle est pourtant bien placée, puisque c'était elle qui était PDG de la RATP, hein, mais elle a toujours son petit sourire, elle est toujours très sûre d'elle, mais en réalité, elle livre un secteur public essentiel au privé. Là-dessus, elle n'a aucun état d'âme. Et on sait très bien, l'expérience nous montre, que toutes les ouvertures à la concurrence dégradent les services rendus à la population. D'abord, évidemment, ça démantèle les monopoles publics pour en faire des monopoles privés, et ça se traduit obligatoirement par une baisse de la qualité du service, et ça se traduit également par une baisse de la sécurité des infrastructures, et il faut le dire, le plus souvent, par une augmentation des coûts pour les usagers. Et je crois que c'est d'autant plus important de défendre un grand service public des transports quand on sait que des nouveaux projets importants vont voir le jour avec le Grand Paris Express. En tant qu'élus communistes, nous n'avons eu de cesse de l'affirmer, nous nous sommes prononcés clairement donc, pour une maîtrise publique de ce futur réseau, car pour nous, seule une maîtrise publique est garante de qualité, de sécurité, de fiabilité et d'accessibilité pour toutes et tous. Alors c'est vrai que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on soit satisfait et satisfait aujourd'hui de la qualité des transports publics. Mais il est important de l'améliorer, il est important de consolider le secteur public pour le rendre effectivement plus performant, mais pas en le livrant au privé comme c'est fait. Et il faut effectivement avoir des financements pour y parvenir.
Et tous les exemples européens, puisqu'ils se targuent toujours de nous montrer des exemples, ils nous parlent toujours de l'Europe quand ça les arrange, mais les exemples européens où il y a eu des privatisations montrent bien que ça a été contre-productif. Je citerai finalement le plus emblématique, c'est les chemins de fer en Angleterre, parce qu'on sait tous qu'il y a eu moins d'efficacité, moins de sécurité et toujours plus de sollicitations financières du contribuable. Donc c'était bien un échec patent. Les grands groupes que sont Veolia, Transdev, Deutsche Bahn, Arriva ont quant à eux bien compris l'intérêt de cette libéralisation programmée. Il faut savoir qu'à lui seul, le contrat Île-de-France Mobilité RATP représente 6 milliards d'euros sur 4 ans. C'est juteux quand même comme marché. Et donc c'est vrai que ça peut augmenter le chiffre d'affaires d'un certain nombre de grands groupes privés. Et on voit bien qu'ils veulent d'autant plus essayer comment dirais-je, d'apper ce marché d'Île-de-France qu'il y a un certain nombre de groupes qui ont perdu le privé, qui ont perdu des plumes, notamment dans des villes comme Nantes, Grenoble et Strasbourg, qui n'étaient pas très satisfaites des services rendus. Donc voilà les enjeux aujourd'hui du transport en Île-de-France. Et je vais un petit peu revenir, parler un petit peu du Grand Paris Express. Parce que c'est un très grand projet et il faut voir ce projet comme le moment où le métro a été construit. C'est de cette envergure-là, de cet enjeu-là, de ce défi-là. Et je veux souligner, et c'est pas parce que je suis du Val-de-Marne, faire cocorico un peu, mais c'est vrai que la bagarre, elle a commencé il y a à peu près 10 ans avec Orbival, puisque nous étions mobilisés et c'était un projet qui consistait à créer une rocade de métro rapide en petite couronne pour faciliter les déplacements de banlieue à banlieue. Et c'est à partir de ça, si vous voulez, qu'il y avait une mobilisation des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais sur Orbival. Et quand Sarkozy a sorti l'idée du, pas lui qui l'a sorti tout seul, mais enfin bon, du Grand Paris Express, l'idée qui était soumise, je vous le rappelle, c'était de faire un métro qui allait servir des pôles d'excellence. Et donc ça voulait dire que vous et moi, nous allions regarder les trains passer. Et la bagarre a commencé à partir de là, parce que nous avions besoin, et la vie le montre, d'un métro qui puisse faire le lien entre les différentes banlieues, et donc qui sert vraiment les habitantes et les habitants. Et ce futur métro, donc aujourd'hui, comprend 200 km de lignes automatiques, soit autant que le métro actuel, c'est ce que je vous disais, et 68 gares. C'est le plus grand projet urbain en Europe pour un montant total de 35 milliards d'euros. Les 4 nouvelles lignes du Grand Paris Express, 15, 16, 17 et 18, ainsi que la ligne 14 prolongée au nord et au sud, seront connectés au réseau de transport existant. Alors c'est vrai qu'il n'ira pas jusqu'à Orsay, mais je crois que cela quand même aura des effets positifs parce que ça va désaturer considérablement le réseau. Mais il faut vraiment rester très vigilant parce qu'il faut savoir que le gouvernement veut imposer un plan d'économie en rognant sur de nombreuses dépenses, en remettant en cause certaines interconnexions. Vous savez que c'est très important qu'il y ait des interconnexions. Et notamment, par exemple, au niveau de la ligne 15 Est et la ligne 15 Sud, ce qui va peu fragiliser donc, du coup, la logique même du projet. Puis il faut aussi rester vigilant par rapport au calendrier initialement prévu, parce qu'il y a déjà de gros retards, donc c'est important. Rester vigilant parce qu'ils sont en train de sortir un projet qui était dans les tiroirs depuis très longtemps, le Charles de Gaulle Express, qui avait toujours été rejeté. Et le but, c'est de permettre au milieu d'affaires d'avoir un transport dédié afin d'aller vite de la capitale à l'aéroport sans emprunter les transports de monsieur ou madame tout le monde, à savoir le RER B qui est bondé et saturé. C'est donc l'idée de créer une ligne directe entre la gare de l'Est et l'aéroport Charles de Gaulle Express
ce qui permettrait, soi-disant, d'attirer plus de touristes qui sont dégoûtés quand ils voient les conditions de transport du RERB. Il est bien connu que les touristes sont dégoûtés, nous, pas du tout, c'est notre lot quotidien, mais c'est normal. Alors, dans un moment où l'argent public est quand même difficile à trouver, pour reprendre la philosophie macronienne, moi je ne pense pas que c'est difficile et vous non plus à trouver, il suffit de taper là où il y a de l'argent, c'est-à-dire au niveau du capital, mais bon, on en reparlera. Eh bien c'est complètement, on voit bien que ça va être difficile, à la fois de réaliser le Charles de Gaulle Express et d'aller au bout par exemple, de l'amélioration du RERB, mais de l'ensemble des RER. C'est ou l'un ou l'autre, on ne peut pas faire les deux avec leur logique. D'autant que c'est quand même un projet pharaonique, puisque c'est plus de 2 milliards d'euros, donc on n'est pas dans quelque chose de gadget, si vous voulez. Et on voit bien qu'avec cet argent-là, on pourrait considérablement améliorer le transport existant, nos lignes et de métro et de RER. Donc c'est non seulement injuste, mais totalement irresponsable. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 45. Je m'approche, parce qu'il faut que je parle argent, donc je vais peut-être sauter des choses et qu'on dira dans la discussion. Mais voilà, donc la vigilance s'impose, parce qu'à chaque fois, on est dans une autre logique, et d'autant avec ce gouvernement. Vigilance, mais point d'appui. Parce que aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a peu de personnes, de collectivités qui soutiennent le CDG Express. Y compris tout dernièrement, au niveau du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, par la voix de la présidente Valérie Pécresse, en décembre dernier, elle a demandé à ce que les travaux soient suspendus. Donc, au profit justement d'une modernisation des lignes actuelles comme le RERB. Quand je vous dis ça, tous les conseils départementaux sont contre, etc. etc. Il n'y a que le gouvernement qui veut finalement de ce projet. Et c'est vrai que quand on voit comment accepter que les 900 000 usagers quotidiens du RERB et les autres voient leurs conditions de transport dégradées au profit de 17 000 voyageurs selon les estimations. Donc le CDG Express, c'est 17 000 voyageurs, alors que le quotidien du RERB, c'est 900 000 voyageurs. Vous voyez quand même un peu. Alors c'est sûr qu'ils évaluent en plus le billet entre 24 et 29 euros, rien que l'aller, donc c'est sûr que là, tout le monde ne pourra pas monter dans le CDG Express, c'est bien connu. Et d'autre part, je veux vous dire aussi que contrairement à ce qu'affirment les partisans du CDG Express, l'organisation des JO à Paris en 2024 ne pâtira pas de son abandon, puisque cette ligne ne figurait pas dans le dossier initial de la candidature de Paris 2024 et qu'elle ne desservira pas les sites des Jeux Olympiques. Oui, hein, donc bon voilà. Vigilance, parce qu'en ce moment, ils ont commencé, alors que la concertation n'est pas finie, vous avez peut-être vu que la maire de Mitry-Mory a dénoncé le fait qu'il y avait déjà des engins qui arrivaient sur son territoire pour commencer les travaux. Alors, donc, il y a une bagarre à mener, on va l'amener, il faut l'amener, et il faut surtout essayer de faire monter la pression sur le fait que l'on peut non seulement réaliser le Grand Paris Express comme c'était prévu et avec le calendrier tel qu'il était prévu, etc., améliorer le réseau des RER et des lignes de métro, mais que pour ça, il faut des financements. Et je vais conclure là-dessus. Donc, on propose d'abord d'augmenter le taux du versement transport dans les zones les mieux pourvues en transport en commun. Donc voilà, ça je pourrais rentrer dans les détails après pour vous donner nos propositions. En tout cas, nos propositions, elles rapporteraient 350 millions d'euros par an, c'est pas mal. On propose également de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les bureaux pour mieux répartir territorialement ce qui se passe à l'Est et à l'Ouest, puisque tout est condensé sur la défense, hein, par exemple. Nous proposons la baisse de la TVA à 5% sur les transports pour les mettre au même niveau que les produits de première nécessité, parce que les transports, on peut considérer ça comme quelque chose de première nécessité.
Nous sommes pour la nationalisation des autoroutes et affecter donc les ressources à l'Agence de financement des infrastructures de transport. Et c'est d'ailleurs toutes ces propositions-là que nous avons portées et qui ont été rejetées, comme je vous l'ai dit, au niveau de la loi qui a été votée cet après-midi au Sénat. Et puis, évidemment, il y a d'autres batailles à poursuivre et à mener, hein, à améliorer et à amplifier tout ce qui est au niveau du transport fluvial, de tout ce qui est pistes cyclables, etc. C'est très important par rapport à l'environnement, bien évidemment. Et puis, ce qui concerne les transports, le fret de marchandises, qui a été complètement laminé par les politiques libérales, où aujourd'hui est toujours privilégiée la route, hein, les camions, des dizaines et des dizaines de camions qui sont sur les routes. Et enfin, la dernière proposition, c'est permettre aux usagers de participer à la réflexion et à la gestion des transports en Île-de-France, avec les syndicalistes, avec les élus, etc. Et quand j'étais présidente de la commission de démocratie, eh bien, quand c'était régulièrement, donc, il y a des contrats qui sont passés entre le syndicat c'était le STIF, aujourd'hui de France Mobilité, et les entreprises RATP et SNCF. Et j'ai fait quelque chose qui ne se faisait pas, j'ai réuni tous les syndicats, j'ai auditionné tous les syndicats de la SNCF, ensuite tous les syndicats de la RATP, pour leur demander finalement qu'est-ce qu'ils pensaient des contrats qui étaient passés entre leur entreprise et le syndicat des transports Île-de-France. Au début, c'était comme si j'avais demandé la lune quand j'ai dit que j'allais faire ces auditions. Et puis petit à petit, eh bien, les administratifs du syndicat des transports Île-de-France ont joué le jeu avec d'ailleurs beaucoup d'engouement, parce que finalement, ils étaient très contents de voir ça. Et on a eu des propositions qui étaient très pertinentes. Pourquoi ? Parce que finalement, les meilleurs connaisseurs, c'est ceux qui travaillent dans l'entreprise. La chute n'est pas mauvaise. Alors, merci. Et en plus, tu es resté dans le cadre. Bon, donc, comme à l'habitude, hein, beaucoup de place au débat. Donc, n'hésitez pas. Alors, plusieurs